s'installer, et puis on enchaîne, hein, on est les spécialistes du débat, enfin, pas nos interlocuteurs. Deuxième table ronde de ces années de la Lorette. Je vois que vous êtes bien agités, je vais vous demander de regagner vos places. On vient d'avoir un débat très intéressant autour de la démocratie. Ses origines à nos jours et des questions qu'on se pose. Deuxième thématique que nous allons aborder à présent, démocratie représentative ou participative et ou participative. That is the question. Comme on l'a vu lors de la précédente table ronde, la démocratie est un objet mouvant, est un objet adaptatif. Et c'est aussi une promesse, c'est ce que disait Jean-Vincent Hollande. Or, les promesses, il s'agit de ne pas les décevoir. Et c'est bien un des fils rouges de notre débat démocratique, ce besoin d'oxygénation. Et c'est bien la question que nous allons aborder. La démocratie représentative est-elle en train de toucher ses limites? A-t-elle, de quoi a-t-elle besoin? Est-ce que la démocratie participative est une option? Cette démocratie participative, aujourd'hui, elle est dans toutes les bouches. On le voit dans les budgets participatifs d'une commune, comme on l'a évoqué, jusqu'aux conventions citoyennes. Qui sont déclinés à l'échelle nationale, on verra les écueils là aussi. Sur le papier, l'intention est louable, mais est-ce qu'elles ne peuvent pas aussi nourrir un peu de défiance? Et au fond, tout ça nous pose la question du pacte démocratique, le rôle de l'élection et le rôle de l'élu. Trois invités pour en parler avec nous. Thomas Cazenave, on ne vous présente plus, mais on vous présente quand même. Vous êtes ministre délégué au budget. Vous êtes élu local à Bordeaux Métropole, et avant ça, vous avez été député de Bordeaux-Nord. Pour être précis, avec nous également Gilbert Mitterrand. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la Fondation France Liberté, Fondation Daniel Mitterrand. Vous avez été député également, et vous avez été également maire de Libourne entre 1989 et 2011. Voilà, merci d'être là. Et avec nous également Olivier Costa, vous êtes enseignant-chercheur au CNRS, au sein du Centre de recherche politique de Sciences Po Paris, à savoir le CEVIFOF. Alors, on va vous passer les détails, les coulisses de l'organisation, mais on va faire deux débats en un, puisqu'on devait évoquer aussi la question de la démocratie, qu'on évoquera en fin de, au terme de cet échange. Alors, première question, elle s'adresse à tous les trois, c'est celui qui saisit la main en premier. Voilà. Vous êtes très dissipés, mais on va se calmer. Cette question de la démocratie représentative, aujourd'hui, elle est questionnée, c'est ce que je disais dans le propos liminaire. Est-ce qu'on est en train de toucher ses limites à tel point qu'il faille réinventer un processus d'oxygéner, puisque ce qui semblait être coulé de source pendant des années, c'est-à-dire le pacte électoral, le pacte d'une élection, on élit nos représentants et qui gouvernent en notre nom sur un programme qui a été préétabli. Or aujourd'hui, il semble que la donne a un petit peu changé. Gilbert Mitterrand, vous qui vous êtes frotté aux urnes pendant quelques années, quel regard vous portez? Parce que vous avez cette expérience d'élue, alors je peux dire que vous avez le point de vue de Cyrus aujourd'hui, je vous laisse attraper un micro. Ce pacte électoral qui est élection ne suffit plus aujourd'hui. À votre question, la réponse est oui. Parce que l'intitulé de cet entretien, démocratie représentative, démocratie participative, semble nous laisse supposer que l'une aurait pour finalité de remplacer l'autre. Or, la réponse est oui, parce que ça va plutôt dans le sens de ce que vous supposiez, c'est-à-dire, est-ce que l'approfondissement de l'une et de l'autre et leur articulation ne permettrait pas de démocratiser la démocratie? Donc, cette réponse qui en effet pourrait laisser supposer que je suis converti ou en même temps, c'est un aveu. Il y a bien d'autres fondements, beaucoup d'autres juridiques, mais aussi des fondements philosophiques, et encore plus, j'allais dire, une actualité qui nous montre les simplement de notre forme de démocratie, pas qu'en France, les démocraties en général, ce qui
les deux biais, c'est-à-dire à la fois d'un côté renforcer la représentativité de la démocratie représentative, peut être balayé dans la Constitution, ce qui provoque des déséquilibres très connus dans le partage des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Et puis il faudrait balayer toutes les formules très diverses, et il en existe des tonnes, de ce qui relève de la démocratie participative, mais on n'a pas encore trouvé la bonne formule qui répond à toutes les questions, soit du champ dans lequel elle doit s'exprimer, soit de l'échelle à laquelle elle doit s'exprimer, soit de la nature de la décision à laquelle elle concourt. Ce sont autant de questions sur la démocratie participative qui n'ont pas encore eu toutes les réponses qu'on aurait pu souhaiter pour elles, du fait que s'ils ont eu ces réponses, on saurait, les citoyens se sont enthousiasmés par les grands débats, c'est pas exactement le cas. les trucs, mais en fait, on voit bien qu'il y a plus de déception, c'est-à-dire en gros, c'est de leurre, c'est de l'habillage, c'est de la manipulation, ça ne sert à rien, on nous écoute, on ne nous entend pas, et de toute façon, c'est pas la peine d'y aller parce qu'on cautionne des manœuvres politiques plus qu'une vraie expression. Alors sur cette question de cette démocratie représentative en train de toucher ses limites, ou pas, c'est la question. Thomas Cazenave, Olivier Costa, vous partagez l'avis de Gilbert Mitterrand. Il faut inventer quelque chose, il faut oxygéner, il faut réinventer. Quelle est la fin? Merci pour cette question difficile. Moi, je crois qu'en fait, il faut faire des choses assez simples et revenir aux fondamentaux. D'abord, je suis tout à fait d'accord avec Gilbert Mitterrand quand il dit qu'il ne faut pas opposer. Mais dans la pratique politique, il faut revenir à l'essence même de la démocratie, qui passe pour moi par plusieurs choses. D'abord, la proximité. Alors, on est ici sur les terres de Montesquieu. Et en arrivant, je suis passé sur une citation qui m'a marqué. On ne fait rien de si grand qu'avec un homme de génie ou en étant au-dessus des hommes, mais en étant avec eux. Et je pense qu'une des crises de la démocratie, qui est devenue une démocratie d'abstention, il faut voir l'effondrement de la participation, l'effondrement de la légitimité. Notre légitimité en tant qu'élu, c'est d'abord, je crois, un besoin de très grande proximité. Être au contact. Et on y reviendra. Moi, je crois que c'est très difficile d'aller au bout de la démocratie participative, mais je pense qu'on y reviendra. Donc, un, la proximité. Deux, là aussi, c'est peut-être quelque chose de basique, c'est l'efficacité. Si les électeurs se détournent des urnes, c'est qu'ils ont la conviction que cela ne sert à rien. Et quand aujourd'hui, on voit que moins de 25% des gens votent les élections départementales, régionales, qu'aucun d'entre eux et aucun d'entre nous n'est capable de dire clairement à quoi ça sert, parce qu'on a empilé les strates, empilé les institutions, et finalement délié l'acte de vote avec l'action publique. C'est là où je dis, je crois qu'il faut revenir à des choses simples. Et enfin, troisième dimension, et vous l'avez évoqué, c'est aussi la représentativité des élus. C'est-à-dire la conviction que les Français puissent, dans leurs élus, se retrouver dans toutes leurs composantes. Il y a eu des grandes évolutions, vous évoquiez le en même temps tout à l'heure, en 2017, où il y a eu beaucoup de critiques sur ces nouveaux députés. Il n'empêche qu'on a gagné en représentativité à l'Assemblée nationale des profils nouveaux qui sont venus représenter les Français. Et je pense qu'on n'est pas au bout. Et je pense qu'il y a aussi derrière cette démocratie de l'abstention une crise de représentativité de l'élu, mais on y reviendra dans le débat. Bon, on va y revenir tout de suite avec Olivier Costa, parce qu'il y a un vrai paradoxe aujourd'hui, c'est une demande, en tout cas une expression, une demande de démocratie, et que, comme le disait Thomas Cazenave, jamais les électeurs ont autant déserté les urnes. Comment on explique c'est totalement contre-intuitif, enfin ce hiatus, c'est un vrai hiatus là-dedans. Je pense qu'il faut remonter d'un cran dans l'analyse et voir que depuis, on va dire, une centaine d'années, il y a une forme de spécialisation de l'activité dans la société. On a des gens qui se sont spécialisés dans la vie politique parce que être un élu compétent, ça requiert un investissement important, parce que faire une carrière politique, c'est aussi
avec une difficulté à revenir dans une activité dans la vie civile normale. Et on a une espèce de division des tâches qui s'opère, avec des responsables politiques qui sont de plus en plus professionnalisés, et avec aussi des citoyens qui se désinvestissent de plus en plus de cette vie politique. Regardez le nombre d'adhérents des partis politiques, regardez le nombre de gens qui lisent un journal. Je discutais hier avec un journaliste de Libération. Libération aujourd'hui tire à 8000 exemplaires en papier. C'est l'effondrement de toute cette presse que les gens ne lisent plus. Alors ils lisent peut-être ailleurs, mais quand on lit ailleurs, est-ce qu'on lit la même chose? Et quand on a des exercices de démocratie participative, qui vient? Toujours les mêmes, les gens qui sont ici, et pas les autres. Donc il y a aussi une responsabilité qui est de deux côtés. D'un côté des gens qui se spécialisent, et d'autres qui se désinvestissent complètement de la vie publique. Parce que là, vous posez la question, parce que ça ne vient pas simplement des représentants politiques, c'est aussi tout le volet de société civile. Comment on fait pour que la société civile se saisisse aujourd'hui des sujets qui la concernent? C'est une équation impossible. Je ne sais pas d'où viennent les élus, les militaires, ils sont tous de la société civile. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que la société civile pour générer d'autres sociétés qui ne sont pas civiles? Même religieuses, elles sont civiles aussi. Donc je n'oppose pas la société civile au reste. Maintenant, est-ce que la société, la communauté des citoyens se reconnaît dans ceux qui ont une délégation de pouvoir de leur part, soit parce qu'ils ont participé eux-mêmes au vote, soit parce qu'ils n'ont pas fait, ce qui est une façon aussi de participer au vote. Et à ce moment-là, on ne se plaint pas forcément de ce sur quoi on n'a pas pesé. Bon. Mais ça, c'est un autre débat. Je pense que la difficulté, il y a des progrès à faire pour remoderniser nos démocraties. Ce ministre en a cité déjà une piste, pour un constat, le renouvellement du personnel politique contribue. En tout cas, si c'est ce qu'attend l'électeur, il y contribue aussi en faisant le choix lui-même. Mais je pense qu'il n'y a pas que le personnel élu, il y a aussi des institutions. Parce qu'on peut élire les députés qu'on veut, si le Parlement est muselé dans son action par un exécutif, et alors on va Montesquieu sur les pouvoirs, le partage de pouvoir, si l'exécutif passe son temps, parce que, pour X raisons, à faire en sorte que le Parlement ne s'exprime pas, ou même lorsqu'il s'exprime est contourné par un exécutif qui n'accepte pas cette expression législative, ça pose problème. Je ne parle pas des quelconques, c'est en général. Or, aujourd'hui, les thèses et les études sont suffisamment nombreuses. Aujourd'hui, eh bien, notre Constitution, qui a ses mérites et qui a traversé des décennies, qui est très souple et qui est formidable, elle est quand même en fonction de celui qui la met en œuvre. Bon. Donc, François Mitterrand disait cette Constitution était dangereuse avant moi, elle le sera après moi. Juste pour dire que ça traverse les siècles. Et donc, le fait qu'il y ait un type de scrutin, ça favorise ou pas une représentativité diversifiée ou non. Mais c'est un débat sur le fait majoritaire, sur le proportionnel, si c'est une proportionnelle, quelle dose de proportionnel, etc., etc. Donc, est-ce qu'on a fini, est-ce qu'on a épuisé toute la réflexion sur ce sujet, ou est-ce qu'on n'a pas envie d'avancer? C'est le champ de la loi, c'est l'article 34 de la Constitution, il est tout requis, il est limitativement énuméré. Voilà, vous avez le droit de faire des lois, mais uniquement dans ces domaines. Tout ce qui n'est pas dans ce domaine, c'est-à-dire tout le reste, c'est par décret, c'est l'exécutif. Est-ce que l'équilibre, aujourd'hui, est d'actualité? Ou est-ce qu'il ne faut pas réviser un petit peu ces choses-là? C'est toutes les techniques qui permettent à un Parlement de ne pas pouvoir s'exprimer, parce qu'il n'est pas maître de l'ordre du jour, parce qu'on lui impose des votes bloqués, parce qu'on lui impose, on lui demande de déléguer son pouvoir à l'exécutif avec des ordonnances, parce qu'on lui met un 49.3 ou un 49.1, peu importe. C'est parce que, et même quand ça va jusqu'au bout, on demande une deuxième délibération. Il y a tout ce qu'il faut dans cette Constitution pour que l'exécutif confisque finalement, on va dire, la représentativité d'un Parlement, qu'il soit majoritaire ou majoritaire relatif, peu importe. Et les modes de scrutin font que toute la population ne se sent pas représentée au sein d'un Parlement, parce qu'il y a des
Non, mais je trouve qu'on est au cœur, au contraire, non, je trouve qu'on est au cœur du débat. Donc, je bondissais d'enthousiasme pour continuer à débattre. Hein, n'y voyez pas de. Non, j'ai plusieurs remarques. Hein. La première, on y reviendra entre l'exécutif et le législatif. Mais on fait comme si l'exécutif ne tirait sa légitimité d'aucune source de scrutin, ce qui n'est pas vrai. On a un exécutif qui tire sa légitimité, pour parler du national, d'une élection présidentielle qui, elle, demeure, intéresse encore les électeurs. Probablement trop. Probablement trop. On met dans une seule élection, parfois oui, qui catalyse tout le débat politique. On a l'impression que tout procéderait de cette élection. Je ne le crois pas. Deuxième élément, si je suis votre thèse sur finalement notre problème de démocratie qui est en train de partir en voie d'attrition, viendrait d'un exécutif surpuissant. Je prends le parfait exemple de ce qui se passe au niveau local. Au niveau local, nous n'avons pas cette distinction, quand vous regardez bien, entre l'exécutif et le législatif. Ce sont des exécutifs communs. Et pourtant, la participation s'effondre. Quand on a 25% de participation aux élections départementales et régionales, moi je tire la sonnette d'alarme. Il n'y a plus aucune légitimité dans ces élections intermédiaires. Et c'est quand même gravissime. Donc, si on traitait uniquement dans une réforme institutionnelle, constitutionnelle, l'article 34 de la Constitution, je mets un billet sur la table, je pense qu'on ne résoudra pas. On ne résoudrait pas ce problème d'une certaine manière, le fait que les citoyens se détournent de nos institutions. Et puis, je ne peux pas résister au 49.3. Vous avez hésité longtemps à le prononcer, donc je vais rebondir. Non, mais ce sont les instruments de l'exécutif. Je vais vous dire pourquoi. Je voudrais en débattre. Oui, mais je vais le dire pour tous ceux qui ne le connaissent pas. Oui, mais je vais vous donner un exemple. Je sais, mais je saisis la balle au bon parce que comme ça me l'occasion de parler du 49.3 qui va m'occuper comme ministre des Comptes publics. Pourquoi, vous le savez? Mais non, mais je vous prends un exemple très concret là-dessus. Quand vous êtes dans une assemblée qui n'a pas de majorité absolue, quelles sont les options qui s'offrent à vous comme ministre des Comptes publics? Le ministre des Comptes publics, il a un seul objectif, c'est que nous ayons un budget l'année prochaine. Et pourquoi est-ce qu'il faut qu'on ait un budget l'année prochaine? Parce qu'on veut financer nos services publics, faire fonctionner nos hôpitaux, payer nos enseignants. Bon. Je vais au bout, Xavier, juste, c'est important. Et là, on nous dit, les oppositions ne voteront pas le budget. Mais moi, je comprends que les oppositions ne votent pas le budget et je pense qu'on ne marche pas sur le Parlement ou sur l'Assemblée quand on dit ça. Donc, une fois que les oppositions ne votent pas le budget, qu'est-ce qu'on fait? On ne présente pas de budget? On renonce à avoir un budget? Heureusement que la Constitution a prévu ce cas de figure-là où, sans majorité absolue, on va continuer à faire fonctionner le pays. Donc, ce n'est pas un drame démocratique, c'est justement, on tire conséquence d'une assemblée qui n'a jamais été aussi, je pense, représentative, avec un échiquier très large et des profils très différents au sein de l'Assemblée. Alors, Gilbert Mitterrand, vous allez réagir, et puis ensuite, Olivier Costa, je vais vous donner la parole. La réflexion est philosophique, comme je l'ai dit, tout doit devenir politique. Moi, ce n'est pas mon genre. Dans la mesure où je peux vous dire que j'ai été à l'Assemblée majoritaire absolue, et bien, on faisait ce que l'exécutif nous demandait. Voilà. Alors. Olivier Costa, on revient à ce sujet, on parle du 49.3. J'aimerais qu'on revienne à cette question de la démocratie représentative, participative. Aujourd'hui, le contexte, le climat, tel que vous l'observez, tel que vous le regardez, c'est quand même la défiance à tous les étages. On a eu cette acmé qui était cette crise de gilets jaunes, où il y avait une expression, en tout cas une demande de démocratie brandie comme un slogan, mais derrière, dans la matérialisation, l'expression même des revendications, c'était assez flou. Voilà, est-ce que cette ère de la défiance correspond à une ère post-démocratique? C'est là, ça. Je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il y a la défiance. Est-ce que la défiance est forcément un désir de participation? Je ne suis pas si sûr. Si on interroge les gens, effectivement, aujourd'hui, il est bon ton de dire qu'on veut plus de participation, que les élus n'écoutent personne, qu'ils sont enfermés dans leur château, etc. Mais dans le même temps, quand on regarde l'opinion, on voit aussi qu'il y a une fascination pour les leaders autoritaires. Qui sont les têtes d'affiche de la vie politique en France? Monsieur Macron, dont tout le monde va aller
pas beaucoup dans le doute, Madame Le Pen, on a des leaders comme ça qui sont des forts en gueule et qui ont cette prétention à savoir ce que veulent les gens sans leur demander. Et quand on a des partis politiques qui sont dans une autre démarche, par exemple les Verts, qui se méfient par principe du fait d'avoir des leaders, ça ne fonctionne pas électoralement. Les dernières présidentielles, ils n'avaient même pas de candidat. Donc il y a une espèce d'ambiguïté, d'ambivalence ou de paradoxe de l'opinion publique, avec une critique d'un côté de la démocratie représentative et d'un autre côté une fascination pour le leader à grosse tête. Et on voit bien cette fascination aussi pour les leaders étrangers. À l'extrême droite, on est fasciné par M. Poutine, à l'extrême gauche, on est fasciné par M. Chavez. Et quand on pose la question aux citoyens, les évolutions de l'opinion publique sont très inquiétantes. Il y a une question qui est posée dans les sondages d'opinion depuis 50 ans qui est formulée ainsi. Pensez-vous qu'il y a des régimes préférables à la démocratie? Et le score qu'on a sur cette réponse est de plus en plus élevé parce que les gens veulent la figure du leader charismatique et autoritaire qui sait ce qui est bon pour les citoyens, fascine. Et quand on regarde par exemple la courbe d'opinion de M. Macron, elle n'a jamais été aussi forte que pendant l'époque du Covid, parce que c'était une époque où l'exécutif a été obligé de prendre une série de mesures relativement autoritaires à brève échéance, et ça a comblé la satisfaction d'une partie de l'opinion publique qui aime bien être dans la dénonciation des élites, mais qui aime bien être aussi dans la dénonciation de l'inaction et des décisions qui prennent des années, des choses qui ne se font pas. Donc il y a quelque chose de très paradoxal dans l'opinion publique, dans le rapport aux responsables politiques. Il y a un péril démocratique aujourd'hui? Oui, il y a un péril démocratique tout simplement parce que les conditions de la délibération dans la société ne sont plus réunies. Les gens ne s'engagent plus politiquement, ils sont uniquement dans des positions comme ça de critique. On a vu le mouvement des Gilets jaunes, les gens ont dit ça va se traduire électoralement aux élections européennes. Pas du tout, ils n'ont pas fait 1%. Donc on voit qu'il y a une espèce de tension entre une espèce de registre critique et la marche des institutions. Et par ailleurs, je suis très inquiet de l'évolution de la qualité du débat public, avec de plus en plus de médias qui sont des médias extrémistes et qui ne l'assument pas. On voit ce qui s'est passé au JDD, on voit ce qui se passe chez CNews, ou des médias comme Mediapart qui sont systématiquement à charge, des gens qui se tournent vers de nouveaux médias pour s'informer, comme les réseaux sociaux, TikTok, etc. On n'y apprend quand même pas grand-chose, et donc une qualité du débat qui décline beaucoup, et aussi, pour en finir, une capacité de beaucoup de citoyens aujourd'hui très limitée à être dans un échange argumenté, à accepter la notion de pluralisme, parce que sur les réseaux sociaux, c'est le règne du clash. On est là pour clasher les uns et les autres, et pas du tout pour débattre. Et alors les gens disent, mais ça a toujours été comme ça. Mais c'est pas vrai. Parce que moi, quand j'étais jeune, que j'avais des camarades qui étaient très engagés à l'extrême gauche, ils n'avaient pas envie de se battre avec personne. Ils étaient d'extrême gauche, les autres ne l'étaient pas, ça les faisait marrer, ils discutaient. Alors qu'aujourd'hui, on est vraiment dans l'invective, on est dans l'excommunication immédiate, avec une vraie difficulté à avoir un dialogue. Et ce qu'on voit à l'Assemblée nationale aujourd'hui est relativement triste, cette incapacité des responsables politiques des différents bancs à faire d'une certaine manière délibération, à être uniquement dans une opposition stérile. Incapacité à faire des libérations. Oui, mais les applaudissements d'Olivier Costa ne vont pas m'empêcher de dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Pourquoi? C'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. Et je pense qu'il faut aussi se méfier un peu de ces discours qui finissent par accabler définitivement nos institutions. Je vous donne un exemple très concret. Moi, je prépare le budget. Et donc, j'ai fait 2 exercices pour préparer ce budget. Je voudrais partager avec vous cette expérience. La première, c'est que j'organise des réunions publiques un peu comme ça, en France, où des citoyens qui partagent et qui ne partagent pas mes idées viennent débattre du budget de l'État. C'est intéressant pour partager ce qu'on fait, mais on n'arrive pas à construire, par la démocratie participative, un budget dans un format comme ça, autant le dire. Mais je pense que la démarche est très importante. Deuxième temps du raisonnement, j'en viens à ce qu'on est incapable de construire. Moi, j'ai mené parallèlement ce qu'on appelle les dialogues de Bercy. Tous les groupes politiques, de l'extrême droite à l'extrême gauche, pendant des heures. Et on arrive à se mettre d'accord sur des sujets communs. Communs. On est sorti de là, sur la transition écologique, qu'est-ce qu'on peut porter en commun? Sur la lutte contre la fraude, sur la justice fiscale. On n'est pas d'accord sur tout, mais on est sorti de là. Alors c'est vrai, sans vidéo, sans YouTube, sans chaîne d'information continue, sans mise en avant du spectacle, avec des engagements communs. Donc c'est toujours possible, et je crois par ailleurs, là où je rejoins, ils ne voteront pas le budget, mais nous nous retrouverons sur des sujets, des amendements portés par l'opposition que nous soutiendrons,
et j'espère bien aussi des amendements du gouvernement qui seront soutenus par les oppositions. Donc ce que je veux dire par là, il faut quand même s'accrocher à ça. D'abord, les Français attendent que les uns et les autres arrivent à travailler en fonction des sujets. J'attends pas qu'ils votent le budget, ils ne voteront pas, mais ce n'est pas le problème. Mais est-ce qu'on sait encore se parler, dialoguer et construire ensemble? Donc voilà, je regrette, je pense que vous allez dire que le paysage médiatique encourage la culture du clash. Nous sommes en Gironde, nous sommes ici chez Montesquieu, très attachés à la modération, à la nuance. Effectivement, c'est très difficile d'être entendu sur des positions nuancées, mais attention quand même, je pense qu'il faut insister sur le fait que cette Assemblée, elle est capable de travailler, cette Assemblée, elle est capable encore de trouver des consensus et ne pas trop céder à la tentation de tout envoyer valdinguer. Sinon, arrivera ce que vous décriviez, Monsieur Costa, c'est une envie d'autoritarisme. Alors, c'est super intéressant. Vous faisiez une référence tout à l'heure à les mandats politiques. J'ai été 4 fois au Parlement, et j'ai plus connu. Majorité absolue, majorité relative, opposition, j'ai vraiment vu que les profils. Mais j'ai surtout été aussi, grâce à la délégation que le Parlement français donne à des députés pour aller au Conseil de l'Europe, j'ai vu une autre assemblée démocratique. C'est pas du tout le même fonctionnement, c'est pas du tout le même état d'esprit. Le but du jeu de cette assemblée dans cette enceinte du Conseil de l'Europe, c'est de parvenir au consensus. Et tant qu'on n'est pas arrivé à un consensus, le sujet, le texte ne vient pas à l'ordre du jour en séance plénière. Tout ce travail en commission prendra le temps qu'il faudra en commission jusqu'à ce qu'il y ait un moment, un point de rencontre consensuel. Ça, c'est le fonctionnement démocratique d'une assemblée parlementaire, puisque ça s'appelle l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. C'est pas Strasbourg, enfin c'est en Europe. Voilà. Donc, cet état d'esprit, parce que, je veux dire, on peut tout à fait l'avoir en France, parce que je rappelle quand même que la démocratie, c'est une valeur. C'est pas une méthode, c'est à la fois une fin et un moyen en soi. Donc on ne peut pas aborder ce débat en parlant de la démocratie et en ne la jugeant qu'à travers la pratique de la démocratie telle qu'on la connaît actuellement ou qu'on l'a connue dans notre pays. Parce qu'on connaît des exemples ailleurs beaucoup plus optimistes. Olivier Costa, pourquoi ça marche au Conseil de l'Europe et pas au Palais Bourbon? En fait, ça marche ailleurs aussi, et Thomas Cazenave a raison de dire qu'à l'Assemblée nationale, une fois qu'on n'est plus dans les questions du gouvernement, une fois que les caméras sont éteintes, notamment en commission parlementaire, l'ambiance est totalement différente. Les standards de communication sont différents. Les parlementaires se tutoient, quels que soient les groupes politiques. Et ensuite, il y a une forme de mise en scène au sein de l'Assemblée nationale. Et je dirais que c'est un cas qui est extrême en France à cause de l'élection présidentielle qui rend tout le monde fou. C'est clair, on le sait. C'est une élection qui pousse les gens à l'outrance, qui obsède les responsables politiques, qui mobilise toutes les ressources des partis politiques, parce que c'est ça l'élection qu'il faut gagner, et qui attire par définition des gens qui ont un tempérament particulier. Tous les gens qui ont croisé des gens comme François Mitterrand, Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, ils étaient fascinés par le charisme, l'autorité qui irradiait de ces personnes. Et c'est vrai parce que c'est ce type de responsable politique qui peut arriver à cette élection-là. Et là, on est effectivement dans un processus qui n'a rien à voir avec la délibération qu'on peut connaître à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, même Parlement européen, mais je travaille beaucoup sur cette Assemblée. Il y a des parlementaires français qui vont siéger à l'Assemblée et ensuite au Parlement européen, qui ne s'y comportent pas du tout de la même manière. On a un vrai problème en France, je dirais, avec ce régime semi-monarchique. Alors, je ne suis pas un des plus critiques, mais il faut juste admettre que c'est quelque chose qui pèse lourdement sur la vie politique. À l'époque, on était passé du septennat au quinquennat avec l'espoir que ça s'améliore, et c'est devenu encore pire, puisque tout s'est focalisé dans les mains du président. Et je dirais pour finir que les temps de crise qu'on a connus depuis une quinzaine d'années poussent encore plus à ça, parce qu'on est dans des situations qui exigent des réactions très rapides, et quand on a le Covid, quand on a la crise financière, quand on a la guerre en Ukraine, on n'a peut-être pas le temps, dans ces 3 mois de débat à l'Assemblée nationale, on attend des responsables politiques, et notamment du président, une action rapide. Thomas Cazenave, on disait, vous êtes ministre aujourd'hui, et il se trouve que le gouvernement auquel vous appartenez, il y a déjà la course de petits chevaux qui est lancée. Alors, est-ce que parmi vos collègues ministres, est-ce qu'il y a une personnalité qui vous subjugue, qui a un magnétisme? Je ne peux pas m'empêcher de poser la question, on va revenir à la question. Vous
faites la parfaite démonstration de ce que dénonçait à l'instant Olivier Costa, quand même, mon cher Xavier. On me permettrait de ne pas y répondre, on me permettrait de ne pas y répondre, et je ne pourrais pas le faire. Non, mais je comprends ce que vous voulez dire. Oui. Oui. Vous avez raison, vous avez raison que ça structure énormément notre vie politique, mais moi je fais partie de ceux qui disent et redisent, et même je pense dans ma pratique, que c'est jusqu'en 2027 qu'une mandature s'exerce et que la meilleure réponse au péril des extrêmes et des populistes, c'est obtenir des résultats et non pas se lancer 3 ans et demi avant la fin de l'échéance dans une candidature et une aventure présidentielle. Mais je voudrais remercier Gilbert Mittan de citer le Conseil de l'Europe ou d'autres exemples. Moi, je reste encore optimiste sur le fait, ce qui est très dur dans notre vie politique, de penser coalition. Et c'est vrai que sans majorité absolue à l'Assemblée, ça nous oblige d'une certaine manière à discuter avec les autres. Et j'aimerais que l'on tire tous collectivement de cette expérience l'envie de s'inspirer d'une vie politique moins clivée et dans l'esprit de coalition. Ça veut dire faire des compromis, des conseils. Et dans les faits, c'est pour ça que je vous invite à faire attention à la manière dont les uns les autres, des fois, on caricature un peu ce qui se passe en France et à l'Assemblée. Parce qu'on a passé, je dis on, j'étais parlementaire, 49 lois. 49 lois depuis le début de la mandature. C'est énorme. Et en étant sans majorité absolue. Ça veut dire que des fois, on a fait passer des textes avec les Verts, le PS, des fois avec les LR. Et c'est vrai, sur le budget, tout le monde a dit, oh là là, tous ces 49.3, c'est un seul 49.3 le budget, hein, je tiens à le dire. Hein. Non, parce qu'on dit et 1, et 2, et 3, parce que les textes, c'est la tambouille législative. Donc quand même, dans les faits, on a commencé à travailler avec les autres. Pas suffisamment pour changer la vie politique nationale, ça c'est sûr, mais je trouve qu'on devrait s'inspirer des autres pays, ça apaiserait aussi un peu notre vie politique si plutôt que être dans il faut qu'une force qui remporte tout, la force politique soit omnibulée par comment je pousse les idées que je défends depuis des années dans un esprit de coalition, dans un esprit de compromis. C'est là où je crois que la marche est la plus difficile à franchir. Mais je vous ai fait part de l'ambiance, du processus qui se passe au Conseil de l'Europe. C'est très majestueux, du temps long. Il y a une autre expression qui disait qu'il faut donner du temps au temps. Ce temps peut être parfois précipité si on peut regretter qu'à 3-4 ans même d'une élection présidentielle, il y a déjà tellement de gens dans les starting blocks. C'est peut-être parce qu'on sait que le président sortant ne pourra pas se représenter. Donc, interrogeons-nous sur ce type de loi qu'on invente et qui fait que, évidemment, précipiter le calendrier. Bon, c'est une question, je ne vais pas trancher. C'est bien, c'est pas bien, il faudrait ne pas mettre de terme dans le cumul des mandats, dans la durée, dans le nombre, bien sûr, dans la durée, est-ce que c'est bien? Oui, sous certains aspects. Est-ce que ça pose des problèmes? Eh bien, vous l'avez, puis c'est tout, et on l'a avec. Donc la question, on peut en parler, je ne tranche pas, mais il ne faut pas évacuer ces questions au motif que les poser, c'est déjà agresser la démocratie. Voilà, ça c'est ma première réflexion. Et donner du temps au temps, faire mûrir un consensus, ce qui est tout à fait dans le principe d'une forme de démocratie participative qui s'appelle la démocratie délibérative, c'est-à-dire que la finalité, c'est la bonne loi, c'est-à-dire celle qui a fait l'objet d'un consensus, fruit d'une confrontation, d'une discussion. Si vraiment c'était une voie pour sortir de cette lente agonie de la démocratie occidentale, enfin, je généralise l'extrait. Si c'était la vraie voie, alors je pourrais dire, Monsieur le ministre, c'est quoi cette loi de 2020 qui s'appelle ASAP? Le terme exact, hein, c'est la simplification de l'action publique. Voilà. L'accélération et la simplification de l'action publique. L'accélération et la simplification de la décision publique. Est-ce que ça ne vient pas heurter de plein fouet? D'ailleurs, c'est l'avis de la Commission nationale du débat public. Hein. Justement,
mais justement, moi j'aimerais qu'on revienne. Mais l'efficace, elle est On pragmatique. va y revenir parce que, sur la participation à la vie démocratique, à l'efficacité du service public, la question se pose. Mais avant ça, j'aimerais qu'on s'interroge sur, on le disait, les électeurs désertent les urnes aujourd'hui. Comment les associer davantage à la décision publique, au choix public? Et je voulais qu'on revienne sur cette question des conventions citoyennes. Est-ce que dans ces conventions citoyennes, on le disait, l'intention est parfaitement louable sur le papier, c'est s'entourer d'une expertise de la société civile, même si, comme le dit Gilbert Mitterrand, tout le monde vient de la société civile. Et on l'a vu sur cette convention citoyenne sur les questions environnementales, au fond, il y a eu beaucoup de frustration des membres de cette convention citoyenne, beaucoup de frustration. On a l'impression que ça a été aussi un puissant carburant pour la défiance envers la décision du politique. Est-ce que, en fait, on n'est pas sur une fausse bonne idée avec ces conventions citoyennes, sachant que le rôle du politique, c'est d'embrasser une politique dans sa globalité. Quand on parle d'environnement, on parle aussi du social, on parle aussi de l'économie. Il y a plusieurs ramifications. Et ce type d'initiative, au fond, ne réduit un sujet qu'à sa simple expression sans ses ramifications. Est-ce que c'est une fausse bonne idée, ces conventions citoyennes? Je pense que c'est une bonne idée dans le dispositif parce que ça accrédite quand même l'idée que les responsables politiques écoutent les citoyens. Et là, je ne dirais pas qu'il y a tant de machiavélisme que ça du point de vue des élus. Et il n'y a pas simplement des exercices qui sont menés à l'échelle nationale, on a aussi beaucoup d'exercices de démocratie participative et délibérative à l'échelle locale. Et je pense quand un élu consulte ses citoyens sur ce qu'il convient de faire de la place du marché, a priori c'est pour écouter la réponse qui va être donnée. Le problème de la Convention citoyenne sur le climat, il y a eu un petit peu un effet de dispositif. Si on prend tous les gens qui sont dans cette salle-là et qu'on les fait raisonner sur l'avenir de la planète, il va en sortir des propositions probablement très très audacieuses. Mais après, ça s'additionne d'un effet de ce qu'on appelle NIMBY, Not in my backyard. Tout le monde veut qu'on réduise les émissions de carbone, mais personne ne veut lâcher son SUV. Tout le monde veut plus de transports en commun et personne ne veut de ligne de tram devant chez soi. C'est un petit peu ça qui a torpillé le dispositif, à savoir les gens qui ont été pris dans l'enthousiasme d'un dispositif pour proposer des choses qui étaient très très audacieuses, qui ne sont pas forcément réalistes et qui ne correspondent pas forcément à l'état de l'opinion à un moment donné. Il faut savoir qu'on est tous pétris de paradoxes, qu'on a tous cette capacité à un moment donné à dire oui, moi je suis très soucieux du climat, mais je vais passer mes prochaines vacances à Dubaï. Enfin, par moi, je ne que moi, j'y vais pas. Mais voilà, donc je pense que cette convention sur le climat a été un petit peu victime de ça. Et c'est pas parce qu'il y a eu un exercice qui n'est pas follement satisfaisant qu'il faut cesser de faire fonctionner ces dispositifs qui sont très complexes à mettre en place. Faire une convention citoyenne, c'est pas juste réunir les gens dans une salle et les laisser délibérer, c'est les accompagner avec des experts, éduquer, parce que ça ne sert à rien de délibérer d'un sujet dont on ne connaît rien. On ne va pas maintenant prendre 10 personnes dans cette salle et leur faire rédiger le prochain budget à la place de monsieur le ministre, parce qu'ils n'y arriveront pas. C'est une question aussi à un moment donné de compétences, d'information. Donc c'est des dispositifs qui sont lourds, qui sont lents, qui exigent beaucoup de la part des participants, et on voit très vite qu'on se heurte à des difficultés de ce point de vue-là, et les élus locaux qui essayent de faire des dispositifs de cet ordre-là se heurtent aux mêmes difficultés, à savoir qu'ils vont avoir des conseils de quartier qui vont être remplis soit de militants politiques, de gens qui sont proches des partis, de gens qui viennent râler parce qu'il y a un trou dans la chaussée devant chez eux, et assez peu de gens qui sont prêts à participer 5 soirées durant à une vraie délibération sans être directement intéressés aux résultats de la délibération. Non, je voulais rebondir sur ce que disait Olivier Costard. Moi, je reviens à la pratique de l'élu, c'est-à-dire, c'est pas la démocratie participative, elle ne peut pas se penser en dehors des élus. À la fin, on n'a rien trouvé de mieux pour décider collectivement que de reposer sur des élus. Sinon, je le dis, ça ne marche pas. Par contre, comment les élus, dans leur pratique, écoutent, font aussi prendre conscience des fois des enjeux, des difficultés qui sont les nôtres, sur un certain nombre de sujets. Et je rejoins Olivier Costa, quand on fait, nous comme députés, je vois Dominique David, à qui je succédais dans la première circonscription, dans la pratique député, on organise des réunions sur les projets de loi qui arrivent. J'en avais fait un sur la fin de vie, par exemple. Il y avait du monde, mais c'est vrai, c'est souvent ceux qui sont le plus intéressés par la vie politique, l'action publique qui vient. On crée beaucoup d'espaces aussi pour venir participer. Ils sont parfois, ces espaces, un peu désertés. Donc c'est aussi une difficulté de l'élu.
je ne crois pas qu'elle puisse se régénérer à côté de l'élu, la démocratie. C'est pour ça que je dis qu'il faut revenir aux fondamentaux. Il faut une grande proximité, il faut créer ces espaces de dialogue, et une partie du chemin doit être fait par les citoyens eux-mêmes, qui ne doivent pas venir uniquement pour des sujets qui les concernent directement à court terme, dans leurs 5 mètres. Comment on fait intéresser, on fait participer, par exemple, à un projet de ville, et pas uniquement à un sujet lié à un volet, à un arbre ou à un dos d'âne. Enfin, je pense que monsieur le maire pourrait nous partager avec son expérience, mais c'est un peu la difficulté. Vous avez parfaitement raison. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien essayer de changer. Comme tout maire, j'ai testé tous ces terrains dans le cadre de la loi. Je ne peux pas faire la démocratie participative en dehors de ce que m'autorise la loi. Et donc c'est pourquoi la démocratie participative, elle ne se conçoit que dans le champ de la démocratie représentative. Sinon, ça s'appelle une démocratie directe, et on est dans un autre débat. Mais à Libourg, puisqu'il s'agissait de Libourg, on a à peu près fait une bonne panoplie de ce qui nous était possible, autorisé, et parce que surtout on le voulait. Donc les comités de quartier, les conseils municipaux d'enfants et de jeunes, les budgets participatifs. Alors, ils ont au moins une vertu pédagogique. Peut-être que l'élu ne veut pas, que le citoyen manque d'informations, mais au moins ça permet d'apporter des critères de repère. Alors, je raconte vite fait comment ça se passe. Il y a une première réunion où on est là pour entendre, pour écouter, c'est formidable. Les réunions de quartier, parce que comme vous le dites, on est vraiment avec les gens, c'est un contact formidable. Et donc là, le quartier, excusez-moi, ceux qui étaient là. Bon, le quartier, il devait peut-être avoir 1000 personnes, moi j'en avais 50. Mais on les écoute. Et ils vous disent tous, voilà, mon trottoir, les voitures vont trop vite, il faut mettre des gens là pour coucher, ça s'appelle comme ça, des coussins berlinois, ça s'appelle comme ça, parce que les voitures vont trop vite. On est dans un quartier, souvent avec des. Vous savez, en impasse. Alors, si les voitures vont trop vite, c'est forcément ceux du quartier, parce que ceux qui font bord de Lyon, ils passent pas là. Enfin, voilà, ça permet à chacun, ça permet de le dire dans la réunion. Et puis les gens prennent conscience que c'est vrai, quand je vais chercher les enfants à l'école, je suis en retard, c'est moi qui vais un peu vite. Enfin, bon, c'est intéressant. En tout cas, on écoute. Il nous faut des petits bancs parce qu'on est fatigué quand on vient avec le marché. Bon, il nous faut de la lumière parce que. Mais bon, on écoute. Mais on prend note, on note tout. Tout. Il nous est arrivé même d'avoir des demandes de patinoire olympique dans un quartier. Alors, cette démocratie de proximité qu'il ne faut pas confondre avec la démocratie participative. Là, tout à l'heure, on est en train de faire une petite critique, mais positive, de la démocratie de proximité. On n'est pas en train de faire la critique de la démocratie participative. Donc, cette démocratie de proximité, en effet, elle a des pièges partout. Première réunion, on écoute tout le monde, ça peut tout donner. Deuxième réunion, qui se passe à peu près un mois plus tard, on revient avec le chiffrage de cas par cas de ce qu'on nous a demandé, et c'est là que les citoyens découvrent comment un coussin berlinois, ça coûte 15 000 €. Ben oui, c'est son prix. Ah ben alors, nous, on en voulait 50, nous, mais ça ne rentre plus dans le budget. Voilà. Premier problème. Donc, ils découvrent le prix. Et ensuite, quand on dit l'addition de nos demandes, ça fait 150 millions, il faut que ça rentre dans une enveloppe budget participatif de 3 millions, c'est à vous de faire les choix pour faire rentrer la chaussure dans le prix dans la chaussure. Donc ça commence à se bagarrer entre nous et les élus, on n'est plus dans le coup. Ça commence à se bagarrer, mais c'est très formateur, très très formateur. Et à la fin, évidemment, on finit par les aider un petit peu quand même. On rallonge un peu l'enveloppe, où on prend 2 ou 3 sujets que j'avais demandé dans le budget général, mais pour arriver quand même à un sentiment qu'ils ne sont pas venus pour rien, qu'ils n'ont pas parlé pour rien, qu'ils ont été écoutés, pas forcément entendus, mais qu'ils ont commencé par être entendus par leurs voisins, pas par les élus. Donc c'est intéressant. Le problème, c'est que l'année d'après, c'est pas les mêmes. Et qu'est-ce qu'ils viennent nous dire? Il dit qu'il faut les enlever, les coussins berlinois, ça fait du bruit, hein, les suspensions.
Donc si on n'inscrit pas la démarche de démocratie de proximité avec une mémoire de ce qui s'est passé dans les années antérieures, si on ne trouve pas la technique pour qu'il y ait des règles qui rappellent la mémoire des décisions, eh bien on passe à côté de quelque chose, ou alors on dépense de l'argent pour faire plaisir, et ça peut être une forme de populisme aussi. Bon. Donc vous voyez, ce sont des pièges, mais qui peuvent être surmontés, mais sans confondre démocratie de proximité et démocratie participative. Alors justement, Olivier Costa, est-ce qu'il y a un appartement témoin de démocratie participative? Est-ce que ça existe dans ce bas monde? Bien sûr, on va toujours citer les mêmes exemples. On va citer l'exemple de la Suisse, où on a énormément de référendums et de décisions prises par référendum. On va toujours citer l'exemple d'Irlande ou de l'Islande, où il y a eu des grands exercices de démocratie participative qui ont permis d'accoucher d'un texte, etc. Souvent, c'est un peu idéalisé. Par exemple, on parle beaucoup de la Suisse, et on peut aussi dire que très souvent, les référendums en Suisse aboutissent à des décisions qui sont des décisions très réactionnaires. Par exemple, un référendum sur l'interdiction des minarets, ou l'expulsion illégale de tous les étrangers qui ont été condamnés, ou alors des décisions qui ne sont pas applicables. Parce que, par exemple, l'expulsion des étrangers qui ont été condamnés, ben, c'est contraire à tout le droit international, etc. Donc, il ne faut pas idéaliser non plus ces exercices, et je crois surtout que c'est des exercices qui prennent place dans des pays où il y a une vraie culture politique de l'investissement et de la participation. Il n'y a pas de la même manière qu'on ne peut pas prendre un régime autoritaire et soudainement en faire une démocratie parce qu'on va aller demander à un grand constitutionnaliste d'écrire un beau texte, de la même manière on ne peut pas prendre un pays comme la France, qui n'a pas du tout ce type de culture, où l'investissement dans les partis politiques est historiquement très faible comparé à d'autres nations, où l'investissement des citoyens dans la vie publique est historiquement très faible. On a vraiment ce clivage entre ce que j'avais appelé la société politique et la société civile. C'est très difficile d'acclimater ensuite des dispositifs de démocratie participative dans ce type de paysage politique. Donc il n'y a pas de solution miraculeuse là, et ça tient aussi beaucoup, à un moment donné, à la mobilisation des citoyens, parce que participer à ce type d'exercice, c'est aussi accepter le jeu de la recherche du consensus, c'est s'informer, c'est prendre du temps, et encore une fois, on voit bien, on a des chiffres qui mesurent ça, ce qu'on appelle le degré de compétence civique décline partout dans le monde. Les gens connaissent de moins en moins la politique, connaissent de moins en moins leurs institutions, connaissent de moins en moins leurs sujets, parce qu'on est dans une transformation des sociétés, de la manière dont on communique, une vie politique qui est de plus en plus focalisée sur les personnes et non pas sur les idées, et c'est là que l'élection présidentielle en France n'est pas très utile, une société où les gens sont de moins en moins informés, avec une information de moindre qualité, un niveau d'éducation civique qui est très faible, et une disposition à être dans un dialogue qui est faible aussi. Moi, je n'ai pas de solution miracle pour ça. Vous faites un tableau qui est quand même très sombre, on a envie de se tendre avec ça. Oui, ça va. Il y a des gens qui se mobilisent. Alors, par exemple, on peut faire des exercices comme ici, où des journalistes, des responsables politiques, des experts, des citoyens essayent de réfléchir collectivement, mais c'est quand même pas la tendance la plus générale. Regardez par exemple les scores d'audience que font les débats pour les élections présidentielles. Alors on dit, oui, mais il y en a, tout le monde n'a pas le même accès à la vie politique, il y a des gens qui n'ont pas le temps, il y a des gens qui ne savent pas, etc. Mais le débat pour les présidentielles, c'est simple. C'est à la télé, à une heure de grande écoute, c'est pas sur une chaîne payante, tout le monde peut le regarder. Si les gens préfèrent regarder le foot ou les anges de la télé-réalité, c'est ainsi, on ne va pas les forcer. Moi, je ne suis pas sûr qu'il faille accabler non plus les citoyens. Je crois qu'il faut... je le disais, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. Moi, je crois fondamentalement que le sujet, c'est l'élu et la pratique politique. L'élu, d'abord, parce que vous l'avez bien rappelé, il faut de la mémoire. Les citoyens, ils ne participent pas toujours aux mêmes réunions. C'est le rôle de l'élu, de conduire les affaires de la cité. Et en fait, on est en train de découvrir que ça demande beaucoup de temps. Il faut voir le nombre d'élus locaux qui sacrifient, en plus de leur travail, leur soirée, leur week-end, pour le faire au nom de la collectivité. Moi, je crois quand même que dans la pratique de l'élu, il y a au moins deux choses sur lesquelles il faut qu'on s'engage. Il y a trop de promesses qui sont faites, trop de promesses. Moi, je vous citerai deux exemples. J'ai vu à une élection régionale, et pas ici, hein, comme ça met tout le monde à l'aise, un candidat faire toute sa campagne sur la question de la sécurité, Laurent Wauquiez. Non mais attendez, il a fait une campagne complète sur la sécurité qui n'est pas dans les compétences de la région. C'est quand même exceptionnel. C'est quand même prendre les citoyens pour des imbéciles. Bon.
Et plus localement, dans un territoire que je connais mieux, on a vu une confusion complète dans des élections municipales où les uns les autres font des promesses sur des compétences qui ne sont pas les leurs. Parce que c'est la métropole. Mais tout le monde entretient un savant mélange entre ce que je peux faire, ce que d'autres font et ce qui est la responsabilité. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe quand on est confronté aux citoyens qui disent oh ben, ça fait 3 ans, 4 ans, il ne s'est rien passé. Ben, c'est pas moi, c'est l'autre. Le grand truc de c'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas moi, c'est l'État, c'est pas moi, c'est la région, c'est pas moi, c'est le département. J'ai appelé à la mairie, mais on m'a dit d'appeler au syndicat intercommunal. J'ai appelé au syndicat intercommunal, on m'a demandé d'appeler la métropole. Ça ne va pas. C'est ce que le syndrome du bureau d'en face. Et donc, moi, j'en appelle à des choses simples. Tant qu'on n'aura pas retrouvé le goût de l'efficacité, parce que les citoyens, ils se déplacent que si c'est utile. Ils ne se déplaceront dans l'urne que si c'est utile. Sauf qu'aujourd'hui, on a créé un système qui ne produit plus d'efficacité. Quand il faut 10 ans pour faire un pont, 10 ans, ça c'est aussi les normes, parce que vous disiez la loi ASAP. La loi ASAP, la loi ASAP, qu'est-ce qu'elle veut? Non mais attendez, la loi ASAP, on va redonner un peu d'espoir aux gens en 2020. Elle veut permettre qu'on fasse les choses plus rapidement. Dans notre pays, maintenant, il faut trop de temps pour faire la moindre infrastructure, le moindre projet. Et ça, les gens, ils n'en peuvent plus. Ils trouvent qu'il ne se passe plus rien. Et donc, cette impuissance publique, ils se disent, puisque eux, ils n'y arrivent pas, je vais aller essayer celui qu'on n'a jamais essayé. Voilà, donc on se jette dans les bras du premier ou de la première populiste qui passe, parce qu'on pense qu'elle va avoir un remède miracle. Et elle-même continue à promettre des miracles. Donc c'est là où je dis que dans la pratique politique, il faut changer et accepter ce principe. Et deux, il faut réformer ce pays. Quand le président de la République, il invite aux nuits de Saint-Denis, ou rencontres de Saint-Denis, c'était pas les rencontres de la voie, les rencontres de Saint-Denis, les partis politiques, il dit, moi je suis prêt à faire une grande réforme territoriale, parce qu'on ne s'en sort plus dans ce millefeuille. Les gens se détournent des différents scrutins, et on voit bien qu'on a... Écoutez, un ami à moi, président de la région ici, Alain Rousset, il me disait cette phrase, je le cite parce qu'il m'a autorisé à le citer, quand il y a 7 personnes derrière un ruban pour inaugurer, c'est qu'il y a un problème. Et il a raison. Imaginez le temps qu'il faut pour mettre tous ces gens d'accord, de conventions, de financement croisé, tout prend des plombes maintenant. Et ça, les gens le voient. Je vais arrêter sur l'autre sujet quand c'est bien fait en fond. Parce que je répondais juste sur c'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas moi, c'est l'autre. Il ne faut pas que l'État non plus montre le mauvais exemple en disant c'est pas nous, c'est l'Europe. Parce que je dis ça parce qu'on n'est pas loin des élections européennes. Et en plus, j'ai un livre sur l'Europe. Voilà, placement produit, c'est fait. C'est pas vrai, c'est pas un livre des enfants des collèges de Gironde qui parlent de l'Europe avec beaucoup d'espoir et de désespoir, mais au moins ceux qui ont du désespoir, en fait, ils reprochent à l'Europe qu'il n'y en ait pas assez, ils ne voient pas qu'il y en a trop. Et du coup, j'étais horrifié de ce que je voulais ajouter. Non. J'ai ajouté que j'ai envie de revenir sur la décentralisation. Parce que c'est aussi peut-être un moyen d'approfondir la décentralisation telle qu'elle a été mise par les lois de 1980 et quelques. Elle a eu des allées, des retours, il y a eu un peu de reconcentration, mais si elle allait au terme d'une logique qui était justement celle de rapprocher les décisions du citoyen, peut-être qu'en se repenchant sur ce chantier et en permettant aux élus locaux en particulier de pouvoir innover, de lui reconnaître un droit d'expérimentation pour que la loi générale et impersonnelle puisse avoir une adaptation territoriale en fonction des diversités de nos territoires. Le citoyen s'y retrouverait certainement également un peu plus dans sa proximité. Donc, une façon de pouvoir peut-être réfléchir à comment faire avancer ce sentiment que l'élu, que le citoyen est plus proche de celui qui prend la décision, soit parce qu'il participe à la co-construction ou à la consultation, soit parce que les collectivités locales peuvent élargir le champ des consultations et des initiatives locales, ce serait une piste de réflexion. Alors, la décentralisation et l'efficacité des services publics, c'est un vrai sujet. Alors, Thomas Cazenave, j'ai entendu votre plaidoyer, et après, pardonnez-moi, mais vous attaquez
simple, c'est que nous sommes dans une majorité relative. Nous sommes prêts à ouvrir ce grand chantier. Quand le président de la République il réussit cette prouesse à mettre dans la même pièce pendant 12 heures tous les responsables politiques, il y en a beaucoup qui pensaient que c'était impossible d'ailleurs, et qui dit, voilà quelques sujets sur lesquels il faut qu'on avance ensemble. La question des institutions, ça vous intéresse, je suis prêt à y aller. La question de la décentralisation, dans la clarté, hein, c'est pas pour répartir les pouvoirs, moi je crois qu'il faut retrouver un principe. Il est prêt à y aller. Il faut qu'on ait une forme de consensus avec plusieurs formations politiques, parce que sinon, nous ne pourrons pas concrètement le faire. On ne pourra pas passer une loi à l'Assemblée si on n'a pas un accord politique avec d'autres formations. C'est tout le sens des rencontres que l'on a eues avec toutes les formations politiques et de la main tendue du chef de l'État, qui, contrairement à ce que certains pensent ou parfois caricaturent, pas tout seul a décidé. Il peut pas. On ne peut pas concrètement. L'Assemblée est ainsi faite. Donc, nous sommes dans un dialogue avec d'autres formations politiques. Et moi, j'espère qu'on va trouver des formations politiques. Je pense que le Parti socialiste était attaché à cette question autour de la décentralisation. Est-ce que le Parti socialiste est prêt à venir construire avec nous un nouvel acte de décentralisation? Le groupe Les Républicains concerne aussi beaucoup d'élus locaux attachés aux responsabilités locales. Est-ce que le groupe des Républicains veut venir construire avec nous un nouvel acte de décentralisation? La question leur est posée. Nous, on est dit, on est prêt à y aller, mais il faut qu'on soit plus nombreux pour le faire. Oui, parce que c'est la question de la décentralisation. Est-ce qu'on n'a pas décentralisé la centralisation au fond? C'est un peu compliqué comme question, mais... Il est clair qu'en France, on est dans une situation un peu ubuesque dans les empilements de niveau de gouvernement, mais je dirais qu'il y a deux éléments qui bloquent la réforme. Le premier élément, c'est qu'on a une déconnexion complète de la vie politique nationale et de la vie politique locale. Au niveau national, qui est ce qui fait la pluie et le beau temps? C'est Renaissance, c'est Rassemblement national, c'est la France insoumise. Qui est-ce qui tient les collectivités, les villes, les régions, les départements? C'est les anciens partis, c'est les Républicains, les socialistes. Il est clair que ça va être très compliqué pour Renaissance d'impulser une réforme qui va se faire au détriment des autres, ceux qui gouvernent à l'échelle locale et nationale. Et c'est le deuxième élément de blocage. Alors moi, en tant que politiste, j'aime pas tomber sur un responsable politique, parce que tout le monde le fait tout le temps, et je trouve ça un peu facile et un peu maladrette, mais néanmoins, on peut quand même dire de manière objective et sans agressivité qu'il y a une classe politique qui s'est constituée. Quand je parle de classe politique, je ne parle pas de gens comme Thomas Cazenave, des gens qui sont ministres, je parle des gens qui sont élus à d'autres niveaux, et des gens qui gravitent autour d'eux, et ces gens-là, voilà, ils vivent de ça. Allez expliquer aux gens, aujourd'hui au conseil départemental, au conseil régional, voilà, on va fermer la boutique, etc. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire tous ces gens-là? Et je ne parle pas des 150 élus, je pense tous ceux qui ont été embauchés autour, je pense que tous ceux qui ont bénéficié un peu des choses ici et là. Et c'est là qu'on est dans une situation de blocage. On l'a très bien vu quand M. Hollande a voulu faire sa fusion des régions. On est arrivé à un système complètement délirant, où le but au début c'était de dire je prends 4 régions, je fusionne, je fais un seul conseil régional et je réduis le nombre des élus. Non, pas du tout, c'est pas ça qu'on a fait. On a créé une nouvelle super région avec un nouveau bâtiment, on a gardé les anciennes régions, on a gardé les sièges des anciennes régions, on a gardé les fonctionnaires partout et on a ajouté encore un niveau de gouvernement. Donc c'est la réforme la plus ratée qu'on ait jamais faite, puisque maintenant on a rajouté un niveau de gouvernement supplémentaire, notamment en Aquitaine, qui est une région qui est beaucoup plus grande, puisque l'Aquitaine c'est plus grand que la Belgique. Donc ça crée des problèmes de gestion de la région qui sont immenses, et évidemment de résistance des anciennes capitales régionales qui sont des bastions, et on voit que ça se passe pas si bien que ça. Dans la région Grand Est, c'est n'importe quoi. Là, ils ont fusionné plusieurs régions qui ont pas envie d'être ensemble, et l'Alsace a réussi à recréer la région Alsace sous la forme de la collectivité européenne d'Alsace, parce qu'ils n'aiment pas être dans la région Grand Est. Donc, je ne dis pas que la réforme est impossible, je dis qu'elle est structurellement compliquée, parce qu'à un moment donné, il faut que les gens puissent prendre la responsabilité de simplifier, et Thomas Cazenave l'a dit, Macron tout seul ne peut pas faire ça, sinon c'est la dictature, et il faut que les gens aux échelons territoriaux soient raisonnables et acceptent à un moment donné de faire de petits sacrifices. Très bien. Vous voulez faire la politique et vous faites ça, vous pouvez applaudir à chaque intervention, vraiment. C'est facile quand on ne fait pas de politique. Vous voyez nos propres contradictions, parce que tout à l'heure, M. le ministre a pointé du doigt les financements croisés qui prenaient du temps, qu'il faut mettre tous les financeurs au diapason, dans le même moment, enfin c'est diapason, et que ça prend du temps parce que quand c'est la priorité de la commune, c'est pas la priorité du département ou de la région, et donc ces financements croisés font que
on perd du temps. Bon, mais la loi, telle qu'elle était proposée, c'était un projet de loi, l'exécutif, il ne proposait pas les financements croisés, il proposait les blocs de compétences. Et c'est les navettes devant le Parlement, c'est au Sénat qu'il y a eu un amendement qui a fait sauter les blocs de compétences pour y mettre des financements croisés. Alors, on disait tout à l'heure qu'il faut redonner la parole de représentativité au Parlement et respecter pour ne pas qu'il soit sans arrêt court-circuité ou contrarié par l'exécutif. Là, on demande presque le contraire. Je crois que typiquement, sur ce sujet que vous décrivez, qu'Olivier Costa décrivait le blocage. Parce qu'effectivement, on a tellement d'intérêt en présence qu'on n'y arrivera pas. Je suis convaincu que ce sujet dont on a absolument besoin, que finalement le sentiment de délitement de l'action publique, de l'empilement des niveaux, on parle beaucoup des collectivités, je pourrais aussi parler des agences, des opérateurs, de l'État, des administrations centrales, tout ça, tout le monde en prend pour son grade dans cette affaire. Je suis convaincu qu'on n'y arrivera pas par la voie classique. Mais vous l'avez vu, les applaudissements nourris pour Olivier Costa, de la qualité de son intervention, montrent bien une adhésion, je crois, très large des Français à ce diagnostic. Et celles et ceux qui résistent sont souvent les élus eux-mêmes, pour des raisons, mais je le dis, pour des raisons bien expliquées par Olivier Costa. Je pense que typiquement, c'est un sujet pour un référendum, qu'il faudra redonner la voix aux Français en disant « Est-ce que vous êtes prêts à bâtir une autre organisation de notre République ?» Sinon, je suis convaincu qu'on n'y arrivera pas. Et quand on dit redonner la parole aux Français, je trouve que ce serait un très beau sujet de référendum parce qu'on voit bien que les intérêts en présence sont tels que probablement on est arrivé à un niveau de blocage. Si la question était autre que celle-là, je peux toujours voter contre, mais je ne vois pas exactement une autre organisation des collectivités locales, pourquoi pas. Mais laquelle? Alors, si le référendum, ça ne peut pas être une question qui n'a pas de réponse, voilà, il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair, quand même. Et je crois que dans l'histoire de France, il y a un exemple malheureux. Si le Sénat continue à être ce qu'il est, peut-être qu'il risquerait de contrarier. Alors, le débat était passionnant. D'abord, merci à tous les trois d'avoir pris part. Et maintenant, c'est vous qui avez la parole. Vous avez la parole. Alors, je crois qu'il y a un monsieur là, dans la salle qui souhaite poser une question. Alors, peut-être qu'on va vous faire passer un micro. Voilà, si vous voulez bien vous prêter au jeu des questions-réponses avec la salle. Bien sûr. Il est là. Regardez, hop là, levez la main, levez-vous hein, même, s'il vous plaît. Oui, bonjour, merci beaucoup pour ce débat. Sur la partie représentative, j'avais une remarque, j'ai vu un tuto comme quoi l'élection à deux tours majoritaire n'était pas mathématiquement la plus démocratique. Donc si il y avait une possibilité de légiférer, enfin de faire quelque chose pour que finalement le président qui soit élu soit le plus représentatif possible, ce qui calmerait derrière la vie démocratique. Donc c'est une aparté, je ne sais pas si c'est possible envisageable. Sur la partie représentative cultivée, c'est vraiment en tant que citoyen non représentatif, le mot débattre, c'est bien arrêter de se battre. Et ce qu'on a envie, c'est que finalement, même si un budget, l'idée c'est que vous puissiez débattre pour qu'il soit voté, mais pas qu'on fasse passer de force, parce que l'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer? On va être dans des conflits. Donc ça va être compliqué d'agir. Et on veut de l'efficacité. Sur la partie participative, je crois que sur le territoire commune de Montesquieu, il y a énormément d'associations. Je fais partie, j'en faisais une. On a envie de s'engager. Il y a eu beaucoup de remarques qui ont fait état de la formation des citoyens. Moi, j'aimerais qu'effectivement, on trouve des leviers au niveau législatif pour obliger les citoyens, quelque part, à se former. C'est-à-dire l'idée de
commence juste peut-être sur le 49.3 quand même. Je ne quitterai pas la Brède tant que je ne vous aurai pas convaincu pourquoi on ne peut pas faire autrement. Franchement, je ne quitterai pas cette salle. Non, mais parce que je veux que vous compreniez un truc. Il faut débattre. On débat, mais on est dans une configuration. Nous avons une majorité relative avec à notre droite et à notre gauche des formations politiques qui ne partagent rien. Si elles étaient en mesure de se mettre d'accord pour faire un projet alternatif, alors oui, il y aura un vote et un budget. Comme ils sont dans une opposition frontale, bien compris, ils ne peuvent pas se mettre ensemble. Et comme ils ne peuvent pas se mettre ensemble, ils ne peuvent pas proposer un projet alternatif. Donc il n'y a que notre projet qui peut être débattu. Mais comme nous n'avons pas la majorité, ils ne le voteront pas. Résultat des courses, nous n'avons pas d'autre choix que de faire un 49.3. J'insiste sur ce point. Moi, je veux bien y passer jusqu'à Noël débattre, pour être très clair, avec la France Insoumise et le Rassemblement National, qui ne voteront pas ensemble un projet alternatif parce qu'ils sont de culture politique, bien comprise, opposés. Donc, il n'y a pas d'alternative. C'est très important de le dire. Deuxième élément, vous disiez le scrutin majoritaire à 2 tours ne serait pas parfaitement démocratique. Par exemple, on ne parle jamais des élections municipales. Vous savez, pourquoi, par exemple, ça ne se pose jamais le 49.3 au conseil municipal? Parce que quand vous êtes élu, la liste qui arrive, elle a ce qu'on appelle la prime majoritaire. Donc l'affaire, elle est réglée. Elle est réglée. Les oppositions sont écrasées. Elles ne sont pas, c'est-à-dire que celles et ceux qui ont porté des couleurs ne sont pas représentés à leur juste poids. Ce n'est pas le cas d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Il y a le deuxième tour. Donc voilà, c'est marrant parce qu'on oublie un peu ces débats locaux de temps en temps. Et puis pour le reste, je laisse peut-être mes co-débatteurs compléter. Sur les modes de scrutin, il y a plein de modes de scrutin, ça fait des centaines d'années qu'on réfléchit à ces questions-là. Pour l'élection présidentielle, les gens ont dit, oui voilà, Emmanuel Macron a été élu parce que c'est un effet du mode de scrutin. Il y a d'autres modes de scrutin qui sont possibles. Par exemple, on aurait un mode de scrutin où on prend les 12 candidats à la présidentielle et chaque citoyen met une note de 1 à 10 à chaque candidat et on calcule les choses comme ça de façon que même si son candidat préféré n'est pas élu, celui qui soit élu derrière soit, et de manière surtout à que celui qui est détesté par plein de gens ne passe pas. Mais bon, avec ce mode de scrutin, Emmanuel Macron aurait été élu de toute manière parce que Mme Le Pen et M. Mélenchon ont des personnalités très polarisantes. Ils ont eu des très faibles scores chez plein d'électeurs. Donc je ne pense pas que ça aurait changé le résultat de l'élection, mais c'est clair qu'on peut réfléchir à un mode de scrutin différent. En fait, il n'y a pas de mode de scrutin, il n'y a que des modes de scrutin qui sont adaptés à des effets politiques qu'on cherche. Thomas Cazenave parlait des municipales. Les municipales, on veut des majorités claires pour qu'on puisse gouverner. On a un mode de scrutin qui effectivement est très injuste et qui crée beaucoup plus de distorsions que celui à l'Assemblée nationale. Et tant mieux, parce que sinon on aurait quoi? On aurait des conseils municipaux qui seraient divisés en 5 groupes et il serait impossible de se mettre d'accord sur rien. Et à un moment donné, la politique, c'est aussi la capacité à agir. Et je suis d'accord avec Thomas Cazenave pour dire tout le monde hurle haro sur le 49.3. Merci. Le chiffon rouge. Mais à un moment donné, en tant que citoyen, je veux que l'État ait les moyens de fonctionner et pas que ça soit comme aux États-Unis où ils se retrouvent en shutdown pendant 400 jours parce qu'il y a une dispute politique. Et je peux juste vous interrompre. C'est pour ça que je ne supporte pas certains élus locaux qui nous font la leçon sur le 49.3 parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ils ont réglé leurs problèmes avec la prime majoritaire, ce qui n'est pas notre cas à l'Assemblée. Et juste sur la formation des citoyens, vous l'avez vu, je suis un peu sceptique par rapport à cette question-là. Les tirages. Alors, si on fait des exercices participatifs et que c'est sur la base du volontariat, ça crée des distorsions énormes. Et moi, je trouve que ce n'est pas démocratique. J'estime que si au niveau municipal, on a un conseil de quartier composé de volontaires qui va prendre des décisions à la place des élus, je trouve que ces gens-là sont moins démocratiques que les gens qui ont été élus pour faire ce qu'ils ont à faire. Après, on peut faire du tirage au sort. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas forcer les gens, le pistolet sur la tempe, à venir. Alors, on le fait, par exemple, pour les jurés cours d'assises. Mais c'est très compliqué, ça crée plein de tensions. Est-ce que ça serait une bonne façon de faire que d'aller tirer les gens au sort pour les forcer à venir participer à l'exercice délibératif? Je discutais juste avant la conférence avec Cathy Fabre, qui me parlait du cas d'une amie qui est maire et qui a voulu discuter avec des jeunes de sa commune. Elle a fait tirer 75 nombre de jeunes gens de 18 ans au sort pour les inviter en mairie, et un seul de 75 est venu. Voilà, on en est là aussi à un moment donné. C'est une question d'engagement et de responsabilité des citoyens. Et à un
à un moment donné, voilà, ce discours aussi sur l'extension est un discours qui me fatigue un petit peu, parce que moi, j'ai plus d'empathie pour les gens qui vont le dimanche voter le jour d'élection, prennent un peu de temps. Moi, ça fait 20 ans qu'on y a des élections, je suis assesseur, je me lève tôt, je sacrifie mon dimanche, ça fait de 7h du matin à 22h, parce que j'estime que c'est mon devoir de citoyen, d'autres gens le font, et d'autres, ils vont à la plage, devant la télévision, c'est leur problème, c'est pas le mien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez, il y a une question là-bas. Deux. Alors voilà, merci pour ce témoignage. Voilà, je ne suis pas sûr que Thomas Cazenave ait toutes les clés sur les référendums et les questions qui vont être posées, mais en tout cas sur la réforme des collectivités, il y a peut-être une piste à explorer. Je crois qu'il y avait une question. Juste une petite question. Pardon. Je voudrais rebondir sur le référendum, parce que je voudrais pas que ça soit un peu une patate chaude. Par rapport au référendum, pour que ça ne soit pas une patate chaude, en fait, envoyée aux citoyens non plus comme pour être un Brexit ou autre. Ce qui manque, parce qu'on a parlé aussi des leaders fascinants, les grandes gueules, s'ils sont limités, c'est justement parce qu'il n'y a pas de vision en fait. On ne voit pas de leader politique aujourd'hui avec des visions. Donc tant que vous ne travaillez pas votre vision des choses, ça me paraît difficile d'avoir là-dessus une opinion et d'avoir envie de participer à un référendum. Ça c'était la première chose. Et puis la deuxième, un peu pour rebondir sur l'éducation, je pense qu'aujourd'hui on a un système éducatif qui ne correspond pas du collaboratif. Donc on ne peut pas se retrouver non plus avec les citoyens engagés et envie de participer. Voilà, c'était des choses que je voulais évoquer. Voilà, merci pour cette remarque. Vous voulez réagir? Non, mais on a pris bien note de votre remarque. Et il y avait donc une dernière question qu'on va prendre. Voilà, je vais vous donner... Eh bien... En fait, vous êtes chez vous, donc vous pouvez y aller.
qui inquiète beaucoup de monde, je pense, c'est de savoir si l'équipe de foot du PS au Parlement a fini par accepter de jouer avec l'équipe de foot RN. Bon, la question conjointe, c'est est-ce que la volonté des citoyens, quel qu'il soit, a été de faire monter un certain nombre de députés RN à l'Assemblée. Et donc, à la proportionnelle, il doit y avoir des vice-présidents qui sont pris dans tous les groupes. Et donc, peut-être plus que le football, peut-être que l'action de la vice-présidence se pose, mais peut-être un peu, c'est un petit peu la même question. Voilà. Peut-être que... Alors, une autre question pourrait être, il est question de référendum sur une question fondamentale qui est fondamentale pour beaucoup de gens, parce que je ne crois pas que ça ne soit vraiment pour tous, la question de l'immigration. Mais il n'est pas sûr que ce soit réellement dans le champ du référendum. C'est dommage. Non, sur votre première question, moi je combats les idées du Rassemblement national avec beaucoup de force, beaucoup de détermination, mais on peut les combattre tout en reconnaissant qu'au sein de l'Assemblée, ils sont légitimement élus. Et c'est ça, on doit mener un combat politique contre leurs idées, contre leur absence de solution. Moi, je considère qu'on a des élus du Rassemblement national qui ont été légitimement élus. Ils forment un groupe. Et s'agissant des vice-présidents, je ne me mêle jamais des affaires des oppositions. Et après, vous avez des élections qui, par exemple, la présidence de la Commission des finances à l'Assemblée, quand j'étais parlementaire, c'est les oppositions elles-mêmes qui ont voté pour désigner le président de la Commission des finances parce que ce poste revient à l'opposition. La majorité, on ne s'est pas mêlé de ça. Voilà. Donc après, on laisse fonctionner les institutions. Et moi, je considère que ce sont des élus qui représentent les territoires pour lesquels les citoyens ont décidé de les envoyer à l'Assemblée nationale, hein, que les choses soient claires. Et puis sur votre question, le débat référendum, en fait, c'est le débat quelle est la question qu'on... D'ailleurs, je me permettais de l'évoquer tout à l'heure. Après, il faut arriver sur une question. Voilà. Et c'est ça tout le débat. On va arriver au bout du temps qui nous est imparti. Alors déjà, on va remercier chaleureusement nos 3 débatteurs. Merci pour leur participation. Particulièrement à Thomas Cazenave qui a, au dernier moment, remplacé son collègue. Donc c'est avec plaisir qu'on vous a reçus. Je vais inviter tous les participants, tous les intervenants d'aujourd'hui et de demain à venir sur scène puisqu'on va faire la photo de groupe. Maintenant. Et je veux remercier Xavier Sautat qui a animé très brillamment tous ces débats passionnants. Merci. Donc tu restes avec nous pour la photo. Tu restes avec nous pour la photo. Et juste